travail. Oui. D'accord. Mhm. Donc, on dit aussi vérifier la ponctuation, oui, vérifier la syntaxe, vérifier les incohérences, vérifier les ambiguïtés. Oui, on a déjà parlé de ça. Maintenant, les logiciels de relecture, bien les outils de relecture. On a par exemple les logiciels de correction. Oui, utiliser des logiciels de correction tels que Grammarly. Voilà, Grammarly, c'est un Ouais. logiciel. Vous avez déjà entendu parler de Grammarly, n'est-ce pas? Non, c'est la première fois. Ah, bon, en fait, c'est un logiciel de correction orthographique et de grammaire. Oui, c'est-à-dire, au lieu de passer le temps à modifier, à corriger vous-même manuellement ou bien dans la machine, vous allez passer le texte dans le logiciel Grammarly et Mhm. le logiciel va corriger directement les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Vous voyez un peu. Ouais. Voilà, là, ça vous réduit même encore la tâche. Il y a aussi le logiciel Antidote. Antidote aussi, ça fait pareil. Ça corrige les fautes mhm, de grammaire, d'orthographe. Vous avez aussi le logiciel Pro Writing It. Ce sont des logiciels que vous tapez juste sur Google. On va vous montrer, on va vous montrer les sites de ça. Vous voyez un peu. Ah, ok. Oui, vous tapez juste sur Google, on va vous montrer le site des détenteurs. Oui. Donc, ça vous aide à pouvoir détecter les erreurs, comme on a dit, les fautes d'orthographe, de grammaire. Vous pouvez aussi utiliser les dictionnaires et grammaire. Oui. Utiliser des dictionnaires et des grammaires pour vérifier l'orthographe et la grammaire des mots et des phrases. Évidemment, s'il advient que vous êtes en train de faire la relecture manuelle, vous êtes obligé d'avoir un dictionnaire pour voir si les mots, Mhm. mhm, pour voir si, parce qu'on dit parfois l'être humain ne peut pas tout connaître. Donc, il peut y avoir des mots que vous avez un peu des doutes là-dessus. Vous regardez juste le dictionnaire pour voir comment est-ce que on écrit ce mot-là de façon beaucoup plus claire. Mhm. Voilà. Vous utilisez aussi les guides de style tels que Chicago Manual of Style ou le App Style Book pour vous aider à suivre les règles de style et de formatage. Voilà, oui. Donc, ce sont toujours des logiciels qui sont présents en ligne, hein. Mhm. Mhm. Oui, oui, Ok. vous allez juste taper sur Google le logiciel Chicago Manual of Style. Oui, on va vous montrer le site. Ou bien vous tapez App Style Book, on va vous montrer le site, vous entrez. Et ce sont des logiciels faciles à utiliser. Il y a des espaces où vous mettez juste le texte et le logiciel corrige le style et le formatage. Oui. D'accord. Maintenant, on dit les meilleures pratiques. Réalisez plusieurs fois. Réalisez le test plusieurs fois pour détecter les erreurs et les incohérences. Prenez des notes. Prenez des notes sur les erreurs et les incohérences que vous détectez. Soyez objectif. Essayez d'être objectif et de ne pas laisser vos opinions personnelles influencer votre lecture. Donc ici, si vous vous rendez compte que l'auteur a écrit des trucs qui n'ont pas de sens, vous avez, je peux dire quoi? Vous avez la responsabilité de supprimer en fait. Vous voyez un peu. Mhm. Voilà. Ok, ouais. Et donc s'il écrit un truc que vous voyez que ça n'a pas de sens, vous effacez. Vous effacez. Parce que quand vous publiez, déjà c'est votre crédibilité qui est en jeu. Voilà. Et généralement, Ah, tout ce qui arrive de façon négative, généralement, c'est ouais. l'éditeur qui est le premier responsable. Après vient l'auteur. Vous voyez un peu. Mhm. Mhm. Donc, il faut prendre toutes les précautions. Collaborer avec d'autres relecteurs ou éditeurs pour obtenir des commentaires et des suggestions. Mhm. Voilà, donc c'est ça. Ici, on entre maintenant dans l'introduction aux outils de correction. Oui. Donc ici, comme on parlait d'Antidote, Antidote en fait c'est quoi? C'est un outil de correction qui offre une gamme de fonctionnalités pour améliorer la qualité des textes. Oui, donc Mhm. voilà. Donc si un texte par exemple est mal formulé, le logiciel donne une version beaucoup plus améliorée du texte en question. Mhm. Il peut détecter les erreurs d'orthographe, de grammaire et de ponctuation, propose des suggestions
de correction. Oui. Antidote offre également des fonctionnalités de style et de syntaxe pour améliorer la clarté et la cohérence. Oui. Maintenant, le Grammarly. Grammarly est aussi un outil de correction qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter les erreurs de grammaire, d'orthographe et de ponctuation, comme je l'ai dit tantôt. On dit Grammarly est disponible en tant que plugin pour les navigateurs web et les applications de traitement de texte. Voilà, c'est-à-dire vous allez juste en ligne, vous tapez, vous allez premièrement tomber sur le site en question et maintenant vous pourrez utiliser le logiciel pour pouvoir corriger vos fautes de grammaire, d'orthographe et de ponctuation. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a des plans, il y a aussi des plans à l'intérieur. Il y a premièrement le plan gratuit qui a quand même certaines fonctionnalités. Il y a aussi des plans payants. Donc c'est-à-dire en fonction des services que le logiciel peut octroyer, il y a des plans tarifaires pour cela. Je pense que ça doit être, généralement, c'est 3 plans tarifaires. Et chaque plan tarifaire a des services proposés. Oui. Et plus le plan tarifaire est élevé, plus les services que le logiciel propose et aussi les services sont élevés, quoi. Voilà, donc c'est ça. Généralement, ces logiciels ne sont pas gratuits. Oui, certes, il y a une version gratuite et il y a la version payante. La version gratuite a des fonctionnalités limitées et la version payante a généralement toutes les fonctionnalités. Bon, quand il parle de version payante, en fait, c'est trop dit. En fait, les plans, quoi. C'est-à-dire, il y a le plan gratuit et le plan payant, quoi. Oui, maintenant, on parle du logiciel ProWriting 8. Oui, c'est un outil de correction qui offre une gamme de fonctionnalités pour améliorer la qualité des textes. Oui, effectivement, il détecte les erreurs d'orthographe, de grammaire, de ponctuation et propose des suggestions de correction. Donc, il offre également des fonctionnalités de style, de syntaxe pour améliorer la clarté et la cohérence des textes. En fait, c'est presque les mêmes fonctionnalités comme Grammarly dont on vient de parler. Donc, ce sont un peu, disons, des logiciels concurrents. Oui. Il faut juste savoir comment. Ça veut dire qu'il y a pas un logiciel qui est meilleur que l'autre. Bon, bon, dans notre contexte, ou bien en ligne, les gens utilisaient beaucoup plus Grammarly. Oui, Grammarly, c'est le premier, c'est là. Premièrement, parce qu'ils font beaucoup de. Bon, en fait, le deuxième. Premièrement, parce qu'ils font beaucoup de marketing. Vous voyez un peu. Oui. Et en ligne, généralement, ceux qui font plus de marketing, premièrement, sont beaucoup plus vus. Et ça permet à ce que leur logiciel aussi est beaucoup plus utilisé. Mais, en fin de compte, ces logiciels octroient presque les mêmes services. Ce n'est qu'au niveau du marketing dont certains se déploient un peu beaucoup plus que d'autres. Oui. Mais chez nous, nous utilisons beaucoup plus Grammarly. Oui, Grammarly ici, nous utilisons beaucoup plus ça pour les corrections. Oui. Maintenant, d'autres outils de correction. On a Language Tool. C'est un outil de correction qui offre des fonctionnalités de grammaire et de style. Voilà. Il y a Ginger, oui, qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter les erreurs de grammaire et d'orthographe. Il y a Scribens, qui offre des fonctionnalités de grammaire, d'orthographe et de style. Oui. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, en fait, il y a tellement d'outils, hein, c'est pour ça que vous allez voir, on propose beaucoup là, afin que vous puissiez déjà choisir l'un. C'est ça. Maintenant, les limites de correction, les limites des outils de correction. Oui, certes, ces outils-là, ça facilite la tâche, mais ça a aussi des limites, quoi. Et quelles sont donc ces limites? Oui. Les outils de correction ne sont pas parfaits et peuvent parfois faire des erreurs. Voilà. Justement, comme ce sont des intelligences artificielles, ce sont des trucs que les développeurs prennent l'habitude parfois de. Ils appellent ça quoi? C'est-à-dire, ils testent. C'est-à-dire, ils vont tester à plusieurs reprises pour permettre à ce que l'intelligence artificielle en question puisse être beaucoup plus performant. Oui. Donc, du coup,
il peut arriver que ces outils-là fassent des corrections, fassent des erreurs. Donc, c'est ça l'un des inconvénients. Certes, c'est rapide, mais il peut aussi arriver que ça fasse des erreurs. Peut-être parce que il peut y avoir des mots dont les développeurs n'ont pas testé dans le logiciel. Et du coup, voilà, et du coup, le logiciel ne connaît pas l'orthographe exacte, ou bien la grammaire exacte, ou bien la ponctuation exacte. Voilà. Donc, c'est ça. Ils peuvent ne pas détecter toutes les erreurs, en particulier les erreurs de contexte ou de nuance. Oui. Donc, il y a aussi ça, le problème de détecter toutes les erreurs. Mhm. Les outils de correction doivent être utilisés en combinaison avec une relecture humaine pour garantir la qualité des textes. Voilà. Donc ici, les outils de correction, en fait, c'est juste pour faciliter la tâche. Donc, c'est pas comme si ils sont là pour faire directement la tâche de façon entière. Ça permet juste de faciliter la tâche. C'est-à-dire, si vous pouvez avoir, disons, 2000 mots avec des erreurs dans le document et que vous utilisez les outils de correction, premièrement, ça peut corriger près de 1800 mots. Vous voyez un peu. Et maintenant, voilà, et maintenant, les 200 autres mots dont ça a laissé avec les erreurs, vous pouvez maintenant, en faisant la relecture, les détecter facilement et utiliser maintenant votre dictionnaire pour mettre les mots exacts. Vous voyez? Voilà, donc c'est juste ça. Les outils d'intelligence artificielle permettent juste de, de faciliter la qualité du travail. Ce n'est pas comme si toute la charge leur est confiée. Ça permet de réduire le temps qu'on pouvait mettre pour effectuer une tâche. Oui, l'intelligence artificielle réduit ce temps-là et nous permet d'être beaucoup plus efficace. Mhm. Bon, maintenant, on va parler de la structure d'un livre. Ici, on va parler de la page de garde, la préface, le sommaire, l'introduction, le corps du livre, la conclusion, les annexes, la bibliographie, les index et la quatrième de couverture. Oui. Donc, la structure d'un livre est l'organisation des différentes parties qui le composent. Voici les principales parties d'un livre. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la page de garde. La page de garde est la première page du livre qui contient généralement le titre du livre et le nom de l'auteur et l'éditeur. Oui, voilà, la page de garde. Maintenant, elle peut également inclure des informations sur la publication telles que la date et le lieu de publication. Oui, date et lieu de publication. Donc, ça, c'est la première des pages. C'est-à-dire, quand on ouvre le livre, premièrement, on doit avoir la page de garde. Et dans la page de garde, là, il y a ce qu'on vient de se dire là. Et ensuite vient la préface. Dans la préface, il y a quoi? Il y a une introduction au livre qui présente le contenu et les objectifs de l'auteur. Oui. Donc ici, là, on va un peu dire pourquoi. L'auteur va un peu dire pourquoi est-ce qu'il a écrit le livre. Quel est le contenu du livre? En fait, c'est un peu comme un résumé ou bien un aperçu global du livre. Voilà. Donc, elle peut inclure des informations sur la genèse du livre, les motivations de l'auteur et les remerciements. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a écrit le livre? Quelles sont nos motivations concernant l'écriture du livre? Oui. Quels sont ceux qui ont participé à la rédaction de ce livre-là et on profite de l'occasion pour les remercier en passant. Maintenant, le sommaire. Le sommaire est une liste de chapitres ou des sections du livre avec des numéros de pages correspondants. Il permet au lecteur de naviguer facilement dans le livre et de trouver les informations qu'il recherche. Voilà, donc il faut toujours mettre le sommaire et les pages. Oui, comme on a dit, c'est le numéro de page correspondant. Parce qu'il peut y avoir des lecteurs, ils ont lu entièrement le livre et maintenant, il y a des informations, bien des parties du livre qui les intéressent beaucoup plus. Il faudrait qu'ils puissent facilement se repérer ici au niveau du sommaire. Vous voyez un peu. Ouais. Voilà, donc il va regarder le sommaire et voir la partie, le numéro de page où ce qu'il a lu l'intéresse. Et s'il veut revoir cela, il ouvre directement la page et il relit l'information en question. Oui, ça lui permet de naviguer facilement et trouver ce qu'il cherche.
Maintenant, l'introduction est la partie du livre. Oui, maintenant, la prochaine partie, c'est l'introduction. L'introduction est la partie du livre qui présente le sujet et les objectifs de l'auteur. Elle peut inclure des informations sur le contexte, les enjeux et les principaux points abordés dans le livre. Oui. Voilà, donc ça, là, c'est lorsqu'on veut déjà démarrer l'écriture du livre. Maintenant, le corps du livre. Ici, c'est la partie principale qui contient le contenu. Il peut être divisé en chapitres, en sections ou parties, selon la structure choisie par l'auteur. Voilà. Donc ici, en fait, c'est le contenu en fait du livre. Tout ce qui est dit dans le livre se trouve dans le corps. Maintenant, il y a la partie conclusion, qui est la partie finale du livre, qui résume les principaux points et les implications du contenu. Elle peut également inclure des recommandations ou des pistes pour des recherches futures. Oui. Et vient maintenant la partie des annexes. Ici, les annexes sont des documents supplémentaires qui complètent le contenu du livre. Voilà, c'est-à-dire, si vous avez pris de l'information quelque part, vous allez donner la référence et euh, donner l'information où on peut aller trouver cette information-là. Donner les coordonnées pour qu'on puisse retrouver cette information dans le document en question. Oui. Elles peuvent inclure des tableaux, des graphiques, des cartes, des textes supplémentaires. Mhm. Il y a maintenant la partie bibliographie. Donc ici, la bibliographie est une liste des sources utilisées par l'auteur pour écrire le livre. Donc, une liste des sources utilisées par l'auteur pour écrire le livre. Oui, ça revient un peu presque aux annexes. C'est-à-dire, si vous allez un peu citer les endroits où vous avez pris certaines informations pour étayer, par exemple, vos propos. Oui, ça peut être en ligne, ça peut être dans d'autres ouvrages, ça peut être dans un journal, ça peut être dans un magazine. Oui, vous allez prendre ça et mettre pour pouvoir étayer ce que vous êtes en train de dire dans le livre. Elle peut inclure des livres, des articles, des sites web. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez pris une information dans un livre et que vous l'avez mise dans votre livre, voilà, vous devez citer le livre en question. Oui, si vous avez pris ça dans un article, vous citez l'article en question. Si c'est dans un site web, vous donnez le site. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple donner l'adresse du site web. Vous pouvez par exemple donner l'adresse ou bien le lien qui a permis d'accéder à ce contenu-là dans le site web. Oui. Maintenant, la partie des index. L'index est une liste alphabétique des termes et des concepts clés du livre avec les numéros de page correspondants. Oui, donc c'est ça l'index. Voilà. Il permet au lecteur de trouver rapidement les informations qu'il recherche. Voilà. Maintenant, la quatrième de couverture. La quatrième de couverture est la dernière page du livre qui contient généralement un résumé du livre, des informations sur l'auteur et des critiques. Oui, donc c'est ça la quatrième de couverture. Généralement, c'est la page arrière là, vous voyez un peu. Ouais. La page arrière là, généralement c'est là-bas qu'on donne un résumé du livre. Oui, on donne des informations sur l'auteur et des critiques éventuelles concernant l'œuvre. Voilà, elle peut également inclure... Hmm? Oui, j'ai deux questions à soulever sur la partie. Oui, je vous suis. En fait, la page de garde, Oui, la page de est-ce garde. est-ce qu'elle est mise pour la page, en fait, pour la page de couverture? Oui, la page de garde, oui, généralement, elle est mise pour la couverture. Généralement, c'est ça, oui, c'est ça. Elle est mise pour la couverture. Elle est mise pour la couverture. D'accord. Mhm, Deuxième préoccupation, est-ce que tout document, en fait, tout livre qui est édité mhm. doit absolument avoir toutes les parties là? Je Bon, prends par exemple la, 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 les annexes, la bibliographie,
Mhm. l'index, bon, est-ce que tout ceci, on est bien dans le cadre d'un roman, par exemple? Non, non, pas forcément, pas forcément. Pas du tout. C'est pas obligé en fait. Parce que vous pouvez D'accord. écrire un document ou bien un livre dans lequel toutes les informations viennent de vous. Oui, dans ce cas, vous n'aurez pas Voilà. besoin Voilà. des index de la bibliographie. Vous n'aurez pas besoin de ça. Bon, beaucoup plus de la bibliographie en fait. Parce que dans la bibliographie, vous dites là où vous avez pris les informations. Oui, si vous n'avez pris aucune information quelque part, vous n'avez pas besoin de mettre la partie bibliographie. Oui, Voilà, c'est mais, bon. c'est ça. Bon, maintenant, on va passer à un autre point, c'est-à-dire l'introduction à la mise en page et au maquettage d'un livre. Oui. Donc, la mise en page et le maquettage sont des étapes cruciales dans la création d'un livre. Il consiste à organiser le contenu de manière à ce qu'il soit agréable à lire et à regarder. Voici les principes de base de la mise en page et du maquettage d'un livre. Oui, le premier principe, c'est la typographie. Bon, ici, on peut dire qu'on a un peu parlé de ça en haut, c'est-à-dire le choix de la police. Bon, le choix de la police, de la taille et la couleur du texte est essentiel pour la lisibilité et l'esthétique du livre. Oui, c'est-à-dire quand on saisit par exemple le texte ou bien le livre dans Word, il y a ce qu'on appelle la police d'écriture. Oui, je ne sais pas, vous utilisez souvent le logiciel Word. Oui, 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 oui. Voilà, oui, c'est-à-dire il y a la police d'écriture. Vous pouvez, dans la progression du livre, modifier la police d'écriture. Modifier même la taille de certains mots pour permettre au lecteur d'avoir beaucoup plus une emphase sur ces mots-là. Vous pouvez même aussi mettre certaines couleurs pour attirer l'attention du lecteur lorsqu'il sera en train de lire l'œuvre. Oui. Maintenant, la mise en page. La disposition du texte et des images sur la page doit être équilibrée et harmonieuse. Voilà. Maintenant, l'espace. L'espace entre les lignes, les paragraphes et les sections est important pour la lisibilité et la clarté du texte. Oui, c'est-à-dire, comme on disait tantôt, il faudra s'assurer qu'il y ait des espaces entre les mots, qu'il y ait de la ponctuation. Oui, ça permet à ce qu'on puisse bien lire et se retrouver facilement. Mhm. Maintenant, d'autres éléments de la mise en page. Vous pouvez avoir les titres et les sous-titres. Ça permet, les titres et les sous-titres doivent être clairs, bien visibles pour aider les lecteurs à naviguer dans le livre. Oui, vous pouvez aussi avoir le texte. Le texte doit être lisible et bien organisé avec des paragraphes et des sections clairement définies. Mhm. Vous pouvez aussi avoir des images et les illustrations. Les images et illustrations doivent être utilisées pour soutenir le texte et ajouter de l'intérêt visuel. Oui, donc c'est ça. Vous pouvez aussi avoir des marges et des espaces blancs. Les marges et espaces blancs sont importants pour créer un équilibre visuel et faciliter la lecture. Voilà, donc ça, ce sont les autres éléments de la mise en page. Là, lorsqu'on est déjà en train de finaliser l'œuvre en question, oui, qu'on travaille déjà sur ces aspects-ci. Maintenant, le maquettage. Quand on parle de maquettage, ici, on fait allusion à la maquette. Oui. Donc, il faut faire une création d'une maquette. Ici, la maquette est un prototype du livre qui permet de visualiser la mise en page et le design. Voilà, c'est ça. Donc, ici, quand on parle de maquette, généralement, c'est-à-dire avoir un peu un aperçu du rendu final du livre. C'est-à-dire, on va pouvoir, par exemple, concevoir la couverture, concevoir la première de couverture. Voilà, c'est ça. Et faire un choix des couleurs aussi, en fonction des thèmes et du public cible du livre. Maintenant, la typographie et la mise en page. La typographie et la mise en page doivent être cohérentes tout au long du livre. Oui.
Donc, c'est ça. C'est-à-dire, lorsque vous utilisez des polices, vous devez utiliser une police qui cadre ou bien qui est cohérente durant toute l'écriture. C'est-à-dire, vous ne devez pas aussi utiliser trop de polices. Vous pouvez choisir maximum 3 polices. Vous l'utilisez dans toute l'écriture du livre. Parce que s'il y a aussi trop de polices, Jusqu'à la fin. voilà, oui, jusqu'à la fin. Parce que si vous avez un livre où l'auteur a utilisé, ou bien dans la saisie, on a utilisé plus de 10 polices, ce n'est pas très, c'est pas très bon, quoi. Oui. Donc, vous pouvez maximiser au trop sur 3 polices et vous utilisez ça jusqu'à la fin. Mhm. Maintenant, les outils de mise en page et de maquettage. Oui, vous avez par exemple les logiciels de mise en page. Comme le logiciel de mise en page, vous avez Adobe InDesign, vous avez KExpress et vous avez Scribus. Oui. Vous avez déjà entendu parler de Adobe InDesign? Oui, 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 oui. Celui-là, Voilà. je le connais. Les autres, je ne connais pas. Mhm. Bon, les Quad Express et Scribus, ce sont des logiciels concurrents. Oui, donc ils font presque la même chose comme Adobe InDesign. Bon, juste que comme Adobe InDesign, ce sont des logiciels qui sont présents sur le marché depuis des années. Bon, du coup, c'est ça que les gens utilisent beaucoup plus. Mhm. D'accord. Oui, il y a aussi les logiciels de design graphique comme Adobe Illustrator et Photoshop, voilà, qui sont déjà très connus sur le marché. Et qui peuvent être utilisés pour créer des éléments de design et des illustrations. Oui, des éléments de design et des illustrations, ça c'est toujours pour mettre dans l'œuvre en question, bien dans le livre. Peut-être il peut y avoir une image qu'il faut mettre dans le livre. Vous pouvez d'abord traiter l'image avec par exemple Photoshop ou bien InDesign avant de mettre dans le livre. Oui, vous pouvez par exemple avoir une image ou bien un logo à mettre dans le livre. Oui, vous allez le réaliser sur Photoshop, Illustrator et l'inclure dans le livre. Oui, donc ce sont les logiciels qui sont incontournables dans le cadre d'une maison d'édition. Maintenant, les meilleures pratiques. La clarté et la lisibilité. La mise en page et le design doivent être clairs et lisibles pour faciliter la lecture. Mhm. La cohérence. La mise en page et le design doivent être cohérents tout au long du livre. Voilà. Donc, et l'équilibre visuel. La mise en page et le design doivent créer un équilibre visuel agréable pour le lecteur. Voilà, donc c'est-à-dire, il ne faut pas aussi surcharger le livre avec des couleurs. C'est pour ça qu'à un certain niveau, on parle aussi de la charte graphique. Oui, vous pouvez définir une charte graphique pour le livre. Quand on parle de charte graphique, c'est-à-dire les couleurs qui seront utilisées dans le livre, la typographie, oui, tout ça, la police d'écriture et les éléments visuels en fait qui vont entrer dans le livre en question. Il faudrait que tout ça soit cohérent. Généralement, ce sont les graphistes qui travaillent sur cette partie-là. Mhm. C'est ça. Ah, d'accord. C'est pas l'éditeur qui définit ça. Oui, c'est l'éditeur qui définit ça, mais étant dans votre maison d'édition, vous devez avoir un département graphiste, c'est-à-dire des graphistes qui s'occupent de la charte graphique des différentes œuvres. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, vous devez... C'est ça, ça nécessite des moyens. Ça nécessite des moyens parce que une maison d'édition, quand même, c'est pas chose facile. C'est possible, oui, mais il faut aussi avoir une équipe très solide en place. Oui. Ou bien si vous n'avez pas une équipe très solide en place, vous pouvez travailler aussi avec des partenaires qui sont payés à la tâche. Par exemple, si vous n'avez pas assez de moyens pour un départ pour payer les graphistes mensuellement, vous pouvez leur confier les travaux à la tâche, c'est-à-dire lorsque vous avez un contrat d'édition avec un auteur et que l'auteur, par exemple, si vous avez un contrat, euh, si vous publiez par exemple à compte d'auteur et que l'auteur a payé les frais afférents pour l'édition, là maintenant dans ces frais-là, vous pouvez débourser un montant pour payer les différents intervenants dans le travail que vous allez réaliser. Vous voyez un peu? Ok. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Et D'accord. comme je disais tantôt,
Il y a l'édition à compte d'auteur, l'édition à compte éditeur et l'auto-édition. On avait parlé un peu de ça en haut. Donc, il faut déjà savoir